Bonjour à tous. Aujourd'hui, lors de cette conférence, mes collègues et moi-même allons vous présenter la maladie d'Huntington, qui est une maladie neurodégénérative rare et héréditaire. Dans un premier temps, nous allons vous présenter une introduction sur la maladie. Ensuite, nous vous présenterons le développement de la maladie à deux niveaux, au niveau génétique et au niveau cérébral. Et nous terminerons par vous présenter les avancées thérapeutiques, d'un côté des thérapies symptomatiques, puis des thérapies géniques, en terminant par les thérapies cellulaires. Donc l'introduction sera divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons vous présenter un historique suivi de l'épidémie de la maladie. Ensuite, nous vous présenterons les symptômes de la maladie, le diagnostic, pour terminer par les transmissions. Donc, comme j'ai dit précédemment, la maladie d'Huntington, c'est une maladie qui est neurodégénérative. Elle est héréditaire du système nerveux central et elle est caractérisée par des troubles moteurs, cognitifs, psychiatriques et comportementaux. C'est en 1872 que la maladie a été décrite pour la première fois lors d'une conférence par le docteur George Huntington, et c'est seulement 111 ans après, en 1983, que le gène responsable de la maladie a été découvert et localisé sur le chromosome 4. Et en 1993, il y a eu la mise à disposition des premiers tests prédictifs génétiques de la maladie. Cependant, à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif. Donc, pour tout ce qui est épidémiologie, il faut d'abord savoir que la maladie de Huntington n'a pas une répartition homogène dans le monde. En effet, elle est surtout présente dans la population caucasienne, avec une prévalence de 5 personnes malades sur 100 000 habitants. Pour ce qui est de la France, notamment, il faut savoir qu'il y a 18 000 personnes qui sont concernées par cette maladie. 6 000 personnes présentent les symptômes, donc ont développé la maladie de Huntington, tandis que 12 000 sont porteurs sains. Il faut savoir que les premiers symptômes apparaissent entre 30 et 50 ans, que cette maladie concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il existe aussi des formes juvéniles, on en reparlera tout à l'heure, c'est quand les symptômes apparaissent avant 20 ans, et c'est environ 10% des cas. Donc on va maintenant passer aux symptômes de cette maladie. Donc tout d'abord, chez les patients atteints par cette maladie, on va retrouver des symptômes cognitifs qui vont être imagés par des altérations du raisonnement ou aussi de l'organisation des activités quotidiennes. On peut également retrouver dans ces symptômes cognitifs des troubles du langage ou également visuels, ainsi qu'un allongement du temps de réaction. Et donc tous ces symptômes cognitifs vont généralement conduire à une démence du patient. Par la suite, on va retrouver des symptômes dits psychiatriques qui vont généralement être comme de la dépression ou de l'anxiété, généralement causés par la maladie que le patient vit mal. Et on peut retrouver également des hallucinations ainsi que des troubles obsessionnels dans ce type de symptômes. Par la suite de ces symptômes, généralement ils surviennent après les symptômes psychiatriques. Il va y avoir les symptômes moteurs. Donc on va retrouver le plus connu et le plus visuel qui est la chorée de Huntington. Donc la chorée de Huntington, en fait, ça va être des mouvements anormaux des membres, involontaires et anarchiques. En fait, le patient va effectuer sans même le vouloir plein de mouvements qui ne contrôlent pas, qui vont faire un peu comme s'il était sous forme de démence. On va retrouver également dans les symptômes moteurs des troubles de la posture et dans des formes les plus avancées de la maladie, des symptômes qui peuvent être comme des troubles de la déglutition qui vont handicaper fortement au quotidien les patients. Donc tous ces symptômes moteurs vont conduire généralement à une incapacité à effectuer certains mouvements simples de la vie quotidienne, comme prendre une douche, manger, ou encore effectuer des tâches quotidiennes. Donc, par la suite, sur ce schéma, on peut voir que durant la phase présymptomatique, donc avant même le diagnostic, il y a déjà des effets qui se produisent en fait dans le corps du patient. Donc il va y avoir des dysfonctionnements moteurs ainsi que des altérations cognitives et psychiatriques qui vont se produire pendant la phase symptomatique. Cela, ce sera du coup inversement proportionnel aux capacités fonctionnelles. Donc avant même que le patient sache qu'il a la maladie de Huntington, il va déjà y avoir des effets physiologiques qui vont se produire en lui, donc une diminution de ses capacités cognitives et motrices. Donc, parlons maintenant du diagnostic. Il est évoqué devant un phénotype comportant, comme on dit précédemment, des troubles cognitifs, psychiatriques et moteurs. Il peut être éventuellement associé à des antécédents familiaux évocateurs. Cependant, les antécédents familiaux ne sont pas forcément présents. C'est pourquoi une triade des symptomatiques, donc des symptômes cognitifs, psychiatriques et moteurs, vont permettre
d'amener le diagnostic. Mais il faut faire attention à une chose, quand on trouve chez le patient un seul type de trouble, cela ne veut pas dire que le diagnostic peut être fait. Il faut attendre qu'il y ait plusieurs diagnostics de différents troubles. Ensuite, le diagnostic génétique permet la confirmation du diagnostic. Il va se faire par analyse moléculaire pour déterminer via prélèvement sanguin s'il y a une mutation sur le gène de la Huntington présente sur le chromosome 4. Ensuite, cette maladie étant héréditaire, il existe un diagnostic présymptomatique qui va être proposé aux personnes majeures faisant partie d'une famille dans laquelle cette maladie a été diagnostiquée et confirmée génétiquement. Cela permet de déterminer si une personne asymptomatique qui peut possiblement donc développer cette maladie est porteuse cette personne de la mutation ou non de la Huntington. Ensuite, pour les couples voulant avoir un enfant où l'un des parents porte cette mutation, il existe un diagnostic prénatal où là, l'anomalie génétique va être cherchée chez l'embryon pendant la grossesse, mais aussi pour les couples ayant recours à une fécondation in vitro. Il existe donc un diagnostic préimplantatoire où là, l'anomalie génétique va être recherchée chez les embryons obtenus. Donc maintenant, concernant la transmission de cette maladie, donc comme dit précédemment, c'est une maladie qui est héréditaire. Et elle obéit à un mode dit autosomique dominant, donc ça veut dire que la mutation a lieu sur un gène qui n'est pas sur un chromosome sexuel. Donc cette transmission, si par exemple un des deux parents est porteur de la maladie, il va avoir 50% de chance du coup de le transmettre à sa descendance. Donc maintenant, on va aborder le développement de la maladie d'Huntington en parlant tout d'abord des origines génétiques de cette maladie, donc comme on l'a dit, qui est due à une mutation. Et ensuite, on verra les conséquences neurologiques de cette mutation. Donc tout d'abord, il faut savoir que la mutation se situe sur le gène qui code pour une protéine appelée la Huntingtin. Donc c'est une grande protéine qui fait environ 350 kilodalton. Elle est ubiquitaire, ce qui signifie qu'on la trouve partout dans l'organisme, mais principalement dans le cytoplasme et les neurites et les synapses. Elle a de nombreux rôles, elle est notamment indispensable pour le développement embryonnaire, la formation et le maintien du tissu cérébral. Donc pour citer quelques rôles, on a par exemple un rôle majeur dans la migration des nouveaux neurones dans le cortex, où elle est responsable de l'assemblage et du fonctionnement des cycles primaires de neurones. Donc ces cycles primaires de neurones, ils permettent la réception de signaux extracellulaires ainsi que leur transduction. Elle a également un rôle dans la régulation des dynamiques intracellulaires, c'est-à-dire qu'elle va être responsable du transport des vésicules, de leur endocytose, de leur recyclage. Elle va également réguler la division cellulaire et elle se lie aussi à certains organiques et structures pour assurer le bon fonctionnement des neurones. Donc c'est une protéine qui est vraiment très importante pour le système nerveux. Donc maintenant, concernant la mutation en elle-même, donc elle a lieu sur le chromosome 4, plus précisément sur le gène Huntingtin. Donc ce chromosome, il est fait de 67 exons répartis sur 200 kilobases. Donc chez un patient sain, donc l'allèle sera sain, il y aura une séquence qui sera comprise entre 9 et 35 répétitions d'un triplet de nucléotides CAG. Donc CAG, ça code pour la glutamine à l'extrémité N-terminale de la protéine Huntingtin. Donc cependant, chez un patient atteint de la maladie Huntington, l'allèle sera muté et sur le premier exon du gène. Et donc là, cette fois-ci, le nombre de triplets de nucléotides CAG sera supérieur à 35 et pourra avoisiner jusqu'à les 100 répétitions de triplets suivant les formes de la maladie. Donc justement, s'il y a entre 36 et 39 répétitions, la maladie ne va pas toujours se déclarer, ça dépendra de pas mal de facteurs. Donc la maladie peut ne pas se développer ou alors se développer tardivement, et généralement les symptômes seront plus faibles que justement s'il y a entre 40 et 55 répétitions de CAG. Là ici on va développer, il y aura ce qui s'appelle la forme adulte avec le développement complet de la maladie. Donc les premiers symptômes vont survenir généralement entre 30 et 50 ans. Et si le nombre de CAG dépasse les 55, qui peut atteindre jusqu'à 100 copies, c'est ici qu'il va se retrouver justement la forme juvénile, où les premiers symptômes vont apparaître avant 20 ans généralement. Donc on peut voir avec ce schéma qu'une répétition augmentée des CAG, ça va induire un nombre de replis anormaux sur la protéine Huntingtin, et
Et ces replis anormaux, en fait, ça va avoir des conséquences avec les autres protéines. Et du coup, ces interactions avec les autres protéines, en fait, ça va induire une dégénérescence neuronale qui va être responsable de tous les symptômes que je vous ai évoqués précédemment. Nous allons maintenant vous présenter les conséquences neurologiques de la maladie, car comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'une maladie neurodégénérative. Cette dégénérescence, elle est régionalisée à certaines zones cérébrales et à des populations de neurones qui sont plus ou moins affectées. Parmi ces régions, on retrouve le striatum, qui est une structure sous-corticale qui est composée du noyau caudé et du noyau putamen, comme on peut le voir sur le schéma. Et il y a également les ganglions de la base qui forment en fait une boucle de connexion dont en fait le cortex il va envoyer des informations à ces ganglions ce sera des informations de type contrôle de motricité qui est très altéré dans la maladie d'Huntington. Dans le striatum, ce sont les neurones moyens épineux qui sont les premiers à dégénérer. En plus de cette atteinte striatale, il y a également une atteinte du cortex qui est le siège des fonctions cognitives et motrices et qui va subir un amincissement progressif décelable bien avant l'apparition des troubles moteurs. Donc maintenant, vous pouvez voir ici un schéma avec un cerveau atteint de la maladie et un cerveau normal. Ça permet de bien voir et se rendre compte des atrophies du striatum et du cortex. Dans sa globalité, ça va être 20% du volume cérébral total qui va être réduit chez les patients en post-mortem, avec une perte de jusqu'à 25% du volume du cortex en post-mortem et également une atrophie d'environ 50% du striatum lors du décès du patient. Donc, comme on l'a dit, la huntingtonité a de nombreuses conséquences et particulièrement des conséquences neurologiques. Elle va venir perturber certaines grandes fonctions cellulaires et on va retrouver des anomalies telles que la dysfonction mitochondriale, l'altération du métabolisme énergétique, l'activation des voies apoptotiques, la dérégulation transcriptionnelle, l'altération du trafic vésiculaire, une formation d'agrégats aussi, et également une excitotoxicité glutamatergique. Et c'est toutes ces perturbations du système de la cellule qui vont amener la neurodégénérescence. Donc, lors de cette présentation, on va surtout vous parler de l'excitotoxicité glutamatergique, de la formation d'agrégats ainsi que l'altération du trafic vésiculaire. Donc, les chercheurs ont trouvé un mécanisme liant la mutation de la huntingtin au déficit de la fonction de la synapse. Et ce mécanisme, en fait, se traduit par une baisse du facteur neurotrophique BDNF, qui est donc un facteur neurotrophique d'importance dans cette maladie. Le BDNF voulant dire Brain Derived Neurotrophic Factor, il va être produit par les neurones du cortex et délivré vers les neurones du striatum. Et son rôle, en fait, il va être facteur de croissance qui va être nécessaire à la différenciation et à la survie des neurones de cette région qui est donc la plus touchée dans la maladie de Huntington. In vivo, il y a une observation de la concentration de BDNF qui a diminué. Donc cela s'explique par plusieurs principes, Dans un premier temps par un défaut transcriptionnel ou encore par un dérèglement du transport vésiculaire et par conséquent un défaut de sa libération dans la synapse. Donc cette baisse de concentration de BDNF dans le cerveau va induire une augmentation anormale du mouvement des récepteurs du glutamate. Ce sont ces récepteurs du glutamate qui sont à la base de la transmission synaptique excitatrice rapide dans le cerveau et c'est leur mouvement qui va réguler l'efficacité de la transmission synaptique les anomalies de mouvement de ces récepteurs dans la maladie d'Huntington va empêcher les synapses de répondre correctement au stimulus que va recevoir la synapse et ça va induire un phénomène d'excitotoxicité glutamatergique qui va se traduire notamment par la mort cellulaire comme on peut voir sur le schéma. Donc comment ça va se passer? En fait, le principe c'est qu'il y a une activité excessive des récepteurs au glutamate qui vont induire une entrée incontrôlée de calcium dans la cellule et ça va ensuite activer des cascades enzymatiques, donc des kinases, des endonucléases, qui sont calcium dépendantes et ça va produire des radicaux libres qui vont induire la mort cellulaire. Donc maintenant je vais vous présenter le trafic vésiculaire qui est également un mécanisme très impacté dans la maladie d'Huntington.
En effet, la huntingtine, comme on peut le voir en orange, elle sert d'échafaudage en fait à un complexe protéique qui va permettre les vésicules, comme on peut le voir sur le schéma, de se déplacer le long des microtubules. Et ça, en fait, dans des conditions physiologiques, ça se fait par l'association de la huntingtine normale au complexe dynéine-dynactine via la protéine AP1. Donc, en fait, la huntingtine, elle joue un rôle d'échafaudage et de processivité pour le transport de certains facteurs qui sont très importants pour la survie des neurones, comme par exemple le BDNF dont ma collègue vous a parlé précédemment. Donc, en conditions pathologiques, lors de la maladie Huntington, eh bien, il va y avoir, cette association, elle va être altérée, en fait, comme on peut le voir sur le schéma. Il va y avoir un détachement des protéines du complexe moteur des microtubules et ça ne va pas permettre donc aux neurones de recevoir les facteurs qui sont importants pour leur survie. Donc, il va y avoir forcément une altération et une diminution de la survie des neurones. Je vais maintenant vous parler de la formation des agrégats, qui est également un phénomène qui a lieu dans la maladie d'Huntington. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un clivage protéolytique de la huntingtine. Comme on peut le voir sur le schéma, la mutation étant représentée en bleu, c'est la région N-terminale qui contient l'expansion anormale de glutamine, qui va être clivée et qui va aller dans le noyau. Donc elle est clivée par des protéases qui sont surexprimées. Et donc la mutation, elle va aller dans le noyau, elle va aller s'accumuler et former des agrégats, donc des inclusions nucléaires, qui vont également empêcher la transcription de se faire correctement parce que ça inhibe des facteurs de transcription. Donc ça va induire la formation d'agrégats toxiques et la mort du neurone. Donc on va maintenant passer au traitement de cette maladie actuelle. Donc tout d'abord, on va voir les traitements symptomatiques. Donc les traitements symptomatiques, ça va avoir pour but de traiter uniquement les symptômes justement de la maladie, et ce dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc en effet, les patients, généralement avec cette maladie, ils vont ressentir un certain mal-être et ils vont mal vivre le fait d'avoir cette maladie. Donc ça va provoquer généralement en eux parfois des formes d'anxiété ou de dépression. Donc dans ces cas-là, le médecin il peut leur prescrire par exemple des neuroleptiques, des anxiolytiques ou encore des somnifères. Donc ça va généralement les aider psychologiquement dans leur vie quotidienne et va faire qu'ils vont mieux se porter et mieux vivre avec leur maladie. Également, le fait de donner un traitement aux patients, il y a plusieurs études sur ça, ça va induire un effet placebo. Parce que le fait qu'ils reçoivent un traitement, en fait, ils vont se sentir mieux et pris en charge. Et il y a également pas mal d'études qui ont montré qu'après l'administration d'un traitement, même si celui-ci n'a pas d'effet directement sur la maladie, font qu'ils se portent mieux après ce traitement. Et enfin, il y a certains médicaments qui sont encore pour la plupart en phase de test, qui permettent dans certains cas de réduire l'intensité des symptômes. Donc, par exemple, le 2-tétrabénazine, qui a eu son autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, il a montré des effets sur la diminution de la chorée de Huntington. Cependant, ce médicament, il a des effets assez aléatoires. Par exemple, chez certains patients, il est presque miraculeux et enlève tous les effets moteurs, alors que chez d'autres, il ne provoque aucun effet. Donc, on va maintenant passer aux thérapies géniques. Donc, ces thérapies géniques, elles ont cette fois-ci pour but de traiter la maladie et de la guérir. Donc, tout d'abord, l'objectif, ça va être de limiter la synthèse directement des protéines de la huntingtine mutée en bloquant directement l'expression du gène muté et de minimiser la concentration d'huntingtine mutante dans le liquide cérébrospinal. Donc, cela, ça va être possible grâce à l'approche du gene silencing. Donc, le gene silencing, c'est basé sur le transfert d'une séquence d'acide nucléique. Ça va permettre de cibler un ARN messager et induire par la suite sa dégradation et bloquer la synthèse de la protéine correspondante. Donc la principale technique qui est utilisée à ce jour, c'est la technique des oligonucléotides antisens qu'on vous décrira par la suite. Et tout d'abord, avant de vous décrire les oligonucléotides antisens, on va avoir une rapide présentation par le professeur Emmanuel Brouillet sur la présentation des enjeux thérapeutiques. Toutes ces idées-là,
en tête, on se disait, bon, quand il y a une mutation, il y a une augmentation du stretch polyglutamique, ça crée un gain de fonction. C'est-à-dire qu'en fait, la protéine, qui était une gentille protéine, paf, elle devient méchante. Et tout était très binaire. On pensait, il y avait gentilles protéines, des mauvaises protéines. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit, juste pour vous montrer un peu la complexité du raisonnement, que, par exemple, si vous avez une souris génétiquement modifiée pour retirer les 2 allèles de l'huntingtin, la souris ne va jamais se développer parce qu'au moment de la formation du cerveau, de la crête neurale, s'il n'y a pas d'huntingtin, en fait, tout meurt. L'embryon ne pousse plus après 8 jours in vitro chez la souris. Donc ça veut dire l'huntingtin, la protéine sauvage, hein, l'huntingtin normal, est extrêmement important pour la cellule et pour l'organisme en général. Maintenant, si vous remplacez le trou que vous avez fait par un gène d'huntingtin muté, là, la souris, elle passe au développement, elle est tout à fait normale quand elle est jeune. Et puis après, elle va devenir un peu Huntington, forcément, puisqu'elle a le CAG. Mais ça veut dire que dans la protéine mutée, vous avez le côté méchant de la protéine, c'est donc elle a changé, la protéine a changé de fonction, mais elle garde quand même des fonctions qui sont essentielles pour la cellule. Donc ça vous fait une méchante protéine qui est gentille aussi. Enfin, ouais, vous n'arrivez plus trop à analyser les choses. Et ça, ça peut arriver dans pas mal de fonctions où, au début, on se disait, bon, il y a un gain de fonction, donc retirons la protéine et tout ira bien. Sauf qu'en fait, ce concept-là, il risque de ne pas marcher parce que quand vous avez 2 allèles d'une protéine importante, des fois, en retirant une, celle qui reste n'est pas suffisante pour le maintien des fonctions qui sont censées être la fonction de la protéine, pour laquelle la protéine a été sélectionnée depuis des milliards d'années quasiment. Donc ça rend un peu les choses compliquées, puisqu'en fait, au début, avec cette idée que si on réduisait l'huntingtin muté, ça serait bien pour les neurones, il y a eu des énormes recherches qui ont été faites sur le développement d'outils pour retirer cette huntingtin muté, mais souvent des outils qui ne sont pas spécifiques, donc qui retirent aussi un petit peu l'huntingtin sauvage. Alors il ne s'agit pas de tout retirer et de mettre à zéro, parce que là on est sûr que les neurones ils vont mourir, enfin ça ne va pas bien se passer, mais au moins de réduire en se disant si on réduit un peu l'huntingtin muté, ça va repousser le début de la maladie, puisque si vraiment il y a une toxicité liée à la quantité d'huntingtin muté, et si on en enlève un peu, ça va au moins sauver quelques patients. En fait, bon, ça ne fonctionne pas trop comme ça, et ce raisonnement un peu simpliste, ça ne marche pas trop. Donc il y a eu des énormes développements pour fabriquer des molécules qui étaient capables de bloquer l'expression de l'huntingtin, d'abord, muté et sauvage, et on appelle ça des antisens oligonucléotides. Donc pour rebondir sur ce que Emmanuel Brouillet nous a présenté, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionnent les oligonucléotides antisens. Donc ce sont des séquences d'ADN synthétiques simples brins qui font entre 12 à 25 nucléotides. Ces oligonucléotides, qu'on va appeler ASO pour simplifier, ils vont s'hybrider à l'ARN messager codant pour la protéine qui nous intéresse. Et en fait, en s'hybridant, ils vont induire la dégradation de ce complexe ADN-ARN messager grâce à l'ARNase H, qui est une enzyme déjà présente dans nos cellules. Donc on peut voir sur ce schéma à gauche l'expression normale d'un gène, donc avec la transcription et la traduction classique. Et à droite, l'expression avec ASO. Donc on peut voir que ASO va aller se fixer sur l'ARN messager codant ici pour le gène de la huntingtin. Et ensuite, ce complexe-là va être dégradé par la RNase H, empêchant donc l'expression de la huntingtin. Donc cette technique a été testée et validée sur des modèles animaux, parce qu'on a remarqué qu'il y avait quand même une diminution significative de la huntingtin sur une longue période. Donc c'était quand même assez prometteur. C'est pour ça qu'il y a quand même eu des essais cliniques en phase 1 et en phase 2 qui ont aussi porté leurs fruits. Mais il y a eu un arrêt en phase 3 de ces essais, car on s'est aperçu qu'il y avait une dégradation en fait, de l'état des patients due à une toxicité qui était un peu inconnue. Donc Emmanuel Brouillet nous a parlé de plusieurs hypothèses qui pourraient permettre d'améliorer ces essais cliniques, notamment avec des patients plus jeunes, quand ils ont un stade de la maladie de Huntington qui est moins développé, en essayant aussi avec des doses plus faibles. Le seul inconvénient avec ASO, c'est que ça n'est pas la même biophysique de pharmacologie.
Donc c'est très compliqué de déterminer la bonne relation effet-dose. Donc c'est assez compliqué de savoir en fait quelle quantité administrer au patient. Donc il faut refaire des essais. Et également, une autre hypothèse serait que lors de ces tests, le taux de huntingtin est descendu trop bas à cause de cette méthode. Et donc ça a induit une toxicité supplémentaire car il n'y avait plus assez de protéines pour assurer une fonction normale. Donc ça a aggravé en fait la neurodégénérescence. Concernant les problèmes rencontrés pour cette thérapie génique, pour rebondir sur ce qu'a dit ma camarade, il y a eu un premier problème qui a été la barrière hémato-encéphalique. Donc l'injection de cette thérapie, elle doit se faire impérativement par voie intrathécale et de manière répétée pour que les effets de la thérapie soient maintenus. Ensuite, un autre problème est le problème de la spécificité. En effet, dans cette thérapie, ça cible la huntingtin sauvage, mais également la huntingtin mutée. Donc en fait, il faudrait trouver une thérapie qui cible uniquement la huntingtin mutée, parce que sinon ça produit une aggravation des symptômes si on retire également la huntingtin sauvage qui a un rôle important dans la cellule. Donc, comme l'a dit Monsieur Brouillet, une extinction sélective pourrait causer des problèmes de toxicité, puisque la huntingtin mutée a une fonction de huntingtin sauvage, donc il faut trouver un traitement qui cible seulement la huntingtin mutée. Donc pour répondre à la problématique des ASO, donc, qui est leur manque de spécificité parce qu'ils peuvent cibler la huntingtin mutée aussi bien que la huntingtin sauvage, il y a une autre technique qui a commencé à être développée qui est un peu plus spécifique et qui utilise CRISPR-Cas9. Donc je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. C'est en quelque sorte des ciseaux moléculaires qui vont aller couper l'ADN. Donc c'est un complexe protéique qui est composé de la protéine Cas9 et d'un ARN simple brun qui va servir de guide. Donc ce complexe, il va aller scanner l'ADN jusqu'à trouver la séquence qui va être complémentaire à l'ARN guide, donc qui va être notre gène cible. Donc ici, ça va être la séquence mutée de la protéine huntingtin. Parce qu'en fait, avec cette méthode, le but, ça va être de pouvoir éliminer l'exon qui contient les CAG supplémentaires en fait, pour réparer la protéine. Donc l'ARN guide va aller s'hybrider avec le gène cible. Ça va induire un changement de conformation de la protéine Cas9 qui va aller couper ce gène donc, à l'endroit où elle s'est arrêtée. Et comme il va y avoir une cassure dans le génome, la cellule va essayer de réparer le gène, sauf qu'en réparant, elle va faire des erreurs. Et en faisant des erreurs, ça va changer le cadre de lecture, ce qui va rendre impossible en fait, pour la cellule de lire le gène. Et donc ça va bloquer l'expression de la huntingtin mutée. Donc, dans l'idéal, il faudrait réparer le gène, donc passer du huntingtin muté à huntingtin sauvage pour retrouver des cellules ne portant pas donc la mutation de ce gène. Cependant, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Ce mécanisme ne va pas être très performant sur des cellules qui ne se divisent pas. Les cellules de neurones étant des cellules qui n'ont pas de division, ce mécanisme va donc avoir une performance moindre sur le cerveau. C'est pour ça que le gène ne pourra pas être réparé, mais seulement on va pouvoir inactiver la huntingtin mutée. Ensuite, il y a un problème d'immunité qui se pose car cette nucléase, la Cas9, est une protéine bactérienne, donc issue d'une bactérie, qui va être régulièrement en contact avec nous, avec l'homme, et donc certaines personnes ont pu créer une immunité contre celle-là, ce qui peut être problématique chez certains patients. Ensuite, si on laisse cette Cas9, donc cette nucléase, s'exprimer tout le temps, elle ne va pas rester sur sa cible première, donc qui est la huntingtin mutée ici, mais elle va aller dans d'autres cibles sur le génome et donc induire d'autres cassures du génome, ce qui est un problème quand même majeur. C'est pour ça qu'il faudrait limiter l'activité de cette nucléase. Donc pour limiter l'activité de cette nucléase, il y a une équipe en Suisse qui s'est penchée sur la question, qui serait en fait de réaliser une édition transitoire du génome. Donc pour ce faire, en fait, il faudrait rajouter un deuxième guide, mais qui va cibler uniquement la nucléase, donc Cas9. Donc le guide qui cible la huntingtin va s'exprimer assez rapidement, donc il va rapidement inactiver le gène muté comme je vous ai expliqué juste avant, mais il va ensuite y avoir l'action du guide pour la Cas9 qui va s'exprimer donc plus faiblement et mettre un peu plus de temps en fait à inactiver le système. Le but étant au final d'inactiver complètement le système avant que celui-ci aille induire d'autres cassures dans le génome. Une autre hypothèse qui a été mise en avant et on n'a pas encore trouvé d'informations dessus, donc je pense que c'est pas encore complètement au point, ce serait d'utiliser une autre nucléase
parce que la case 9 est certes très efficace, mais elle fait beaucoup d'erreurs. Donc utiliser une autre nucléase comme la case 3 pour pouvoir améliorer la précision. Le seul inconvénient, c'est que certes, elle coupe exactement là où on veut et elle n'ira pas induire d'autres cassures dans le génome, mais elle est quand même moins efficace. Donc c'est encore à l'étude. Il faut savoir que cette méthode a montré quand même de très bons résultats chez les souris, mais elle n'a pas encore été transposée à l'humain. Je vais maintenant vous parler des thérapies cellulaires. Donc, les thérapies cellulaires ont donc pour but premier de réparer le cerveau en ciblant les neurones striataux. Le striatum, comme on a pu le dire plusieurs fois, étant la partie la plus affectée, la plus touchée dans la maladie de Huntington. Donc l'objectif premier va être de greffer des neurones épineux de taille moyenne pour restaurer les fonctions striatales et préserver les autres régions cérébrales de l'atrophie. Donc jusqu'à maintenant, une thérapie cellulaire qui a été faite et les essais thérapeutiques ont été faits se basent sur l'implantation de cellules embryonnaires humaines issues d'IVG. Donc des études pilotes depuis les années 1990 ont transplanté 70 patients avec des cellules embryonnaires. Sur ces 70 patients, seulement 4 ont montré un effet positif à long terme sur 6 ans. Ensuite, lors d'un essai clinique à Créteil, 3 patients sur 5 ont montré des effets bénéfiques de la greffe, mais 2 sur 5 ont continué à développer cette maladie, un n'ayant pas réussi, enfin ayant rejeté la greffe, et un autre patient étant à un stade trop avancé de la maladie n'a pas réussi à vasculariser cette greffe. Ensuite, comme dernier exemple d'essai thérapeutique qui a pu être fait, l'essai clinique de MIG-AG de phase 2, où là leur but était de greffer les patients avec des neurones épineux, mais il y a une plus grande portion de patients. Et sur ces patients, seulement 18% de ces patients ont montré une amélioration des performances motrices, cognitives et de la reconstruction des circuits neuronaux. Donc, bien que certains résultats ont été positifs pour certains patients, ça reste une thérapie qui n'est pas vraiment convaincante, car on ne peut pas dire qu'elle peut être utilisée pour tous les patients, et cela est dû à plusieurs problèmes rencontrés. Dans un premier temps, la chirurgie elle est complexe et doit être faite avec précision. Ensuite, on a une complexité dans le choix du patient, car l'état du patient doit être un stade ni trop avancé de la maladie, mais ni trop précoce. Mais il y a aussi une histoire d'incompatibilité immunitaire avec les cellules embryonnaires humaines issues d'IVG. Et pourquoi, dû à ça, les patients sont obligés de suivre un traitement lourd aux immunosuppresseurs. Mais la difficulté principale ici, c'est la source des cellules, car compter sur des IVG, ça pose un problème, c'est une ressource qui est plutôt rare. Et de plus, ça pose des questions techniques car elles sont difficiles à conserver. Mais en plus de poser des questions techniques, elle va poser des questions immunologiques, comme j'ai pu le dire, mais aussi éthiques. Concernant les perspectives d'amélioration pour cette thérapie cellulaire, donc de transplantation des cellules embryonnaires, il y a des perspectives d'amélioration qui sont mises en avant, dont la sélection des patients. Comme l'a dit ma collègue, il faut que le patient ne soit ni trop avancé ni trop précoce dans la maladie, sinon la thérapie elle ne pourra pas être efficace. Il faut également un perfectionnement de la mesure des résultats pour que ceux-ci soient plus précis. Il faut également améliorer l'immunosuppression pour améliorer l'immunité entre le patient et les cellules transplantées. Voilà, pour que ça corrèle. Il faut également optimiser les procédures de transplantation pour que la chirurgie elle soit moins lourde pour le patient. Donc les essais thérapeutiques des 10 dernières années, ils ont montré des améliorations significatives chez certains patients, malgré la complexité qui persiste. Donc des nouvelles pistes sont explorées avec l'utilisation de cellules IPS. Donc les cellules IPS sont les cellules souches pluripotentes induites. Donc qu'est-ce qu'une cellule souche pluripotente induite? C'est une cellule donc, adulte différenciée provenant d'un donneur sain ou ici d'un patient qui a été modifiée génétiquement par des facteurs de croissance et des facteurs de transcription afin de redonner une cellule souche pluripotente identique aux cellules souches embryonnaires. Donc, pour rappeler ce qu'est une cellule souche donc, pluripotente, c'est une cellule qui est capable de se multiplier à l'infini et de se différencier dans tous les types de cellules qui composent un organisme adulte, donc, comme je viens de le dire, comme une cellule embryonnaire, souche embryonnaire. Pardon. Donc ici, les cellules souches vont être induites en neurones du striatum. Il y a plusieurs avantages à l'utilisation de ces cellules. Dans un premier temps, elles ont une capacité de production qui est bien plus grande, mais aussi une capacité de conservation en les congelant.
Mais aussi un deuxième avantage est la possibilité de les induire à un stade spécifique du développement pour la réimplantation. Il y a une idée sous-jacente qui est mise avec cette thérapie cellulaire, c'est la possibilité de reconstruire le cerveau avec des cellules qui bénéficieraient d'un potentiel d'acceptation immunitaire, étant des cellules qui ont été induites, cellules adultes différenciées, provenant du patient à la base. Bien que chez les animaux, cette technique elle soit prometteuse, elle est très complexe à mettre en œuvre. C'est pourquoi, et en plus, les bénéfices potentiels ne sont pas clairement établis. C'est pourquoi, d'après le chercheur M. Emmanuel Brouillet, actuellement, il y a une mise en stand-by de l'étude, bien que certains chercheurs quand même continuent à travailler là-dessus. Donc, il existe une autre forme de thérapie cellulaire qui est la reprogrammation des astrocytes. Donc, c'est le professeur Emmanuel Brouillet qui va nous présenter rapidement cette thérapie. Et là, l'idée, c'est de reprogrammer les astrocytes, parce que quand la maladie évolue, les neurones vont disparaître, et la glie, donc les cellules non neuronales, ont tendance à prendre la place. Alors, que ce soit de la microbie ou que ce soit des astrocytes, dans certains cas, il y a même des cellules qui vont générer des nouveaux astrocytes, et on se retrouve avec une astrogliose. Et en fait, ces astrocytes, par des outils génétiques, on peut les reprogrammer pour qu'ils deviennent des neurones. Donc il y a des groupes qui travaillent en Europe là-dessus, notamment en Suède, il y a un très bon groupe qui travaille là-dessus, et qui a montré qu'on peut, en tout cas chez la souris, encore une fois, injecter une sorte de cocktail de vecteurs viraux qui codent pour des facteurs de différenciation, et qui va reprogrammer l'astrocyte pour qu'il devienne un neurone, et du coup le neurone reprend une sorte de fonction, refacilite tous les circuits, on ne sait pas trop comment ça marche à l'échelle cellulaire, et ça permettrait d'avoir un striatum qui est un peu plus fonctionnel, en tout cas pendant un certain temps. Bon, encore là, on est à une étape quand même très expérimentale, hein, on est loin. Donc ça, c'est la partie, je reconstruis le striatum. Donc en conclusion de cette conférence, donc la maladie Huntington n'a malheureusement aujourd'hui toujours pas de traitement qui permet de guérir définitivement la maladie. Cependant, comme on a pu le voir, il existe une multitude de types de traitements qui sont pour la plupart encore en phase de test ou d'études aujourd'hui. Et justement, le côté qui donne encore espoir pour des traitements de maladie, c'est que pas mal de ces traitements qui sont en phase de test obtiennent des résultats qui sont plutôt prometteurs, la plupart du temps encore sur les animaux, mais qui laisse un espoir sur un possible traitement curatif dans le futur. Donc nous tenons à remercier dans un premier temps M. Emmanuel Brouillet qui nous a accordé du temps pour la conférence et a répondu à nos questions, et aussi Mathilde Loussa qui a aussi pris du temps, une élève en thèse, de répondre à des questions sur toutes ces thérapies cellulaires. Et nous remercions aussi Madame Lebois et Madame Houck qui ont monté ce projet et nous ont suivis tout le long du projet. Et évidemment, nous vous remercions vous d'être venus nous écouter pour cette conférence. Merci.